Et maintenant, donc, je vais donner la parole au professeur Bachou-Lévy pour faire un point sur la recherche clinique dans la maladie de Huntington. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Je suis chef de service d'urologie et je coordonne le centre de référence pour la maladie de Huntington à Angers-Nord. Et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'essayer de faire un point, puis en plus un gros challenge, parce que vu tous les mouvements qu'il y a eu depuis un mois dans le domaine de l'intérêt, donc pour que vous sachiez de quoi il s'agit, je suis coordonnateur pour la France des essais thérapeutiques gérés par Prilenia, Roche, Novartis, pour un programme européen qui s'appelle au niveau international l'essai de suivi des greffes de neurones, un essai biomarqueur, et je coordonne le centre de référence qui est géré par la DGOS, par la DGOS. Et aussi, je suis investigateur pour Wave et pour ANROL. Je suis expert pour Roche. De CRISPR et qui travaille dans ce domaine-là, qui m'a donné des informations aussi. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes de Novartis, Wave et Prilenia qui m'ont donné des informations pour la journée d'aujourd'hui afin qu'on soit à la hauteur de vos attentes. On va essayer. Donc, pour savoir de quoi on parle dans la thérapie génique, il faut déjà comprendre ce que c'est que la transmission. Donc, ici, vous connaissez tous mieux que personne ce que c'est que la maladie de Huntington. C'est une maladie de l'adulte qui est cognitive, psychiatrique et motrice et qui va évoluer au cours du temps. Et tout le problème et quelque part, ce qui fait qu'on peut proposer la thérapie génique, c'est qu'il y a un gène qui est porté sur le bras court du chromosome 4 qui porte la mutation de la huntingtine. Et ce gène, vous le voyez peut-être sur mon écran, on voit peut-être ma petite souris, je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Donc en fait, quand on est un sujet simple, on ne porte pas le gène, on a deux gènes identiques. On appelle ça la huntingtine sauvage, donc WHTT. Donc c'est la huntingtine normale et le nombre de CAG est inférieur à 36. Si on est porteur de la maladie de Huntington, ou du gène de la maladie de Huntington, les CAG vont être supérieurs à 36, là vous les voyez en rouge, et l'autre gène va être normal. Et quand on est parent, on transmet soit le gène qui est porteur de la maladie de Huntington, soit l'autre qui n'est pas porteur. C'est pour ça que le risque est de 50%. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la difficulté de la thérapie génique, c'est que la huntingtine mutée, elle est toxique, mais la huntingtine sauvage, elle est utile. Donc on a besoin d'en avoir. Et tout le problème, ça va être diminuer la toxicité de la huntingtine mutée tout en préservant la huntingtine sauvage. Parce qu'elle sert à la bonne santé et à la survie des neurones. Elle leur permet de répondre au stress. Elle permet de réguler la communication. Pardon, vous pouvez passer trop vite. Et elle permet aussi, par exemple, qu'il y ait des nutriments, le calcium qui passe. Et puis, il faut savoir que les protéines, ça ne vit pas éternellement dans le corps. Et par exemple, ça va se dégrader. Il faut bien qu'elles soient dégradées, balancées quelque part, nos protéines. C'est pour ça qu'on parle de déchets. Et donc, du coup, ça va servir à ça aussi. Et donc, là aussi, c'est un peu théorique et vous n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas claire, mais je vais insister là-dessus parce que vous allez comprendre l'étendue de tout ce qui se fait, alors d'une grande partie de ce qui se fait dans la thérapie génique. Alors, par exemple, on a le noyau à gauche, c'est le rond bleu, et le reste, c'est les cellules, c'est tout mon écran. Vous avez l'ADN, c'est le code génétique. Ensuite, cet ADN est transcrit en pré-ARN, c'est le messager, en pré-ARN messager, qui va, lui, contenir des petits bouts noirs que vous voyez, c'est les introns, et les petits bouts noirs, ils vont pas coder. Et donc, ils sont un peu inutiles, et donc il y a un épissage qui va permettre de les enlever, et on va avoir un ARN messager utile et utilisable pour fabriquer de la huntingtine, grâce à une petite machine que vous voyez en gris, qui sont les ribosomes. Et c'est une huntingtine mutée, c'est ça qui va provoquer la maladie, mais ça fabrique aussi la huntingtine normale, dite sauvage. Et puis, la huntingtine mutée, elle va se dégrader avec le temps et elle va fabriquer des petits fragments. Et aussi bien la huntingtine mutée et les fragments de huntingtine mutée sont considérés comme toxiques. Et tout au long de ce chemin, on perd des petits bouts d'ARN, on perd des petites protéines, et qui vont, elles aussi, potentiellement être toxiques.
Et donc, pourquoi c'est important que je vous ennuie avec ces problèmes de transcription d'ADN en ARN, d'épissage, on coupe les étrons, et puis traduction, on fabrique carrément la protéine? Eh bien, c'est parce que chacune de ces étapes va être l'objet d'une cible thérapeutique de thérapie génique. Par exemple, CRISPR-Cas9, ça va couper le bout de gène au niveau de l'ADN, c'est-à-dire le code génétique. Les doigts de zinc et les talents vont mimer des ciseaux, eux, et vont aussi agir au niveau de l'ADN. Les oligonucléotides antisens dont on va beaucoup parler, eux, ils agissent sur le pré-ARN messager. Il y a des petites molécules qui vont empêcher le fait de découper mes petits introns qui empêchaient la fabrication des protéines. Il y a des petits RNA interférents qui vont agir au niveau du mRNA. Et puis, il y a des produits comme les Protect qui vont participer à la dégradation des fragments. Et l'objectif de tout ça, c'est de diminuer la unité de 50%. Et, si possible, pas trop la unité normale. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. On va passer en revue un par un tous les essais de thérapie génique, de manière à ce que vous puissiez avoir une idée un peu large de ce qui se passe et surtout où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on aimerait aller. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les anticorps antinucléotides, oligonucléotides antisens, ils vont agir au niveau du pré-ARN messager et ils vont donc empêcher, vont dégrader un petit bout de ce pré-ARN et ils vont empêcher la fabrication de l'entity. Alors, il y a deux types de manières. Soit il y a ceux qui sont pas spécifiques de la entity mutée, et puis il y a ceux qui sont spécifiques de la entity mutée. Roche, c'est pas spécifique, donc il va faire baisser la sauvage et la mutée, et Web, c'est spécifique, il fera baisser que la mutée. L'avantage de ces deux stratégies, puis il y en a d'autres, et il y en a deux autres qui sont dans le pipeline, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas le gène, mais on modifie l'expression du gène. Donc, comment a commencé toute cette histoire? Avec l'essai Ionis qui a fait beaucoup de bruit, qui est entre septembre et décembre 2015, en Angleterre, au Canada, en Allemagne, où ils ont 46 patients ont accepté de se prêter à cette expérience. 3 avaient produit un placebo à chaque fois, et ils ont augmenté les doses progressivement. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont fait des injections intrathecales, c'est-à-dire pour les femmes qui en ont eu, ça ressemble à des péridurales diablement, c'est-à-dire qu'on pique dans le sac qui entoure la moelle et les racines, et on va injecter un produit qui est l'oligonucléotide. Les patients ont eu 4 injections à un mois d'intervalle, et puis après 18 mois, ils ont touché le produit, c'était plus placebo ou pas produit, c'était tout seul le produit. L'objectif de cet essai, c'était sécurité et faisabilité. Et l'objectif aussi, c'était de diminuer la unitidine mutée et la unitidine sauvage. Et comme ça a été très réussi, on a appris beaucoup de choses avec cet essai. On a appris qu'il y avait une dépendance à la dose. Et par exemple, ça, c'est un sujet qui a le placebo. On voit que la unitidine est au niveau de 0 ici. Et puis, quand on a 120 mg, on a descendu presque en dessous de 40%, voire 60% chez certains patients. La cible, c'était un petit peu moins, c'était entre 30 et 50. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, on va prendre 100 mg, mais au lieu d'injecter tous les mois, peut-être qu'on va pouvoir injecter tous les 2 mois. Et puis, c'est vrai, on peut injecter tous les 2 mois, c'est ce qu'ils ont fait, puisque avec l'injection tous les 2 mois, on voit bien la ligne bleue que vous voyez, ça descend, on est trop bas, on est en dessous de 50% de baisse, donc c'est peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on attend, alors que quand c'est tous les 2 mois, ben, finalement, on est dans la bonne gamme. Donc, du coup, il y a une autre étude dont vous avez entendu parler, c'est sur celle-là qu'on va beaucoup communiquer, entre autres, c'est Génération HD1, où au lieu d'avoir une injection tous les mois, c'est une injection tous les 2 mois, voire tous les 4 mois. Alors, Génération HD1, c'est cette grande étude internationale auquel certains d'entre vous ont participé, et je les en remercie parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour participer à une étude, et puis beaucoup de patience aussi, pour participer à une étude expérimentale, parce que c'est toujours de l'expérimentation. Et l'objectif dans cette étude, c'était l'efficacité. Est-ce que oui ou non c'est efficace, puisque globalement, le problème de la sécurité et de la faisabilité avait été déjà abordé dans la principale étude. Alors bien sûr, quand il y a plus de patients, on a plus de surprises. Donc il y avait 18 pays,
7 centres en France donc, que je coordonnais et 800 patients. Il y avait 3 bras, un où les patients avaient le traitement une fois tous les 2 mois, un où ils avaient le placebo une fois tous les 2 mois, un où ils avaient soit le traitement, soit le placebo une fois tous les 4 mois, c'était en fait une injection tous les 2 mois, mais en alternant placebo ou traitement. Et ça montre quand même qu'on n'était pas très sûr de savoir si c'était mieux de le faire tous les 2 mois ou tous les 4 mois, puisque justement, ça faisait partie des tests qui étaient faits dans cette étude. Et pourquoi la question s'est posée, c'est que chez certains patients qui avaient le 120 mg tous les mois, il y avait une petite dilatation ventriculaire, et on s'était demandé si c'était pas, les gens de Roche s'étaient demandé si c'était pas lié à la toxicité ou au fait qu'il y avait trop de oligonucléotides ou pas assez de nicotine sauvage. Enfin, le fait est, c'est qu'on n'en sait rien, mais il y avait ce petit détail qui avait un peu expliqué que ça valait peut-être la peine d'écarter un peu plus, parce que si c'était aussi efficace, c'était aussi fait. Donc, on a débuté sur une étude qui s'appelait Génération Génération de 25 mois et qui devait se poursuivre par une étude ouverte de 5 ans qui s'appelait Jeune Extinct. Et puis voilà, les choses n'ont pas tourné comme on voulait, c'était une grosse déception, et puis un communiqué de presse est tombé le 22 mars. Certains d'entre vous l'ont eu avant nous, c'est-à-dire que si on n'est pas sur les réseaux comme moi, alors on n'a pas su. Et ça a été considéré comme une extrême violence finalement, et cette violence, on a eu beaucoup de mal à l'accepter, que ce soit vous, nous, et j'ai compris finalement aussi les gens de Roche, parce que c'est une décision du comité indépendant qui monitore l'étude, donc il n'y a pas de gens de Roche, il n'y a pas de patients, il n'y a pas d'investigateurs, et devait surveiller l'étude. Et ce qu'ils ont conclu, et ce qui a conduit à ça, c'est que le rapport bénéfice-risque était défavorable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le rapport bénéfice-risque est défavorable? Ça veut dire que le risque, alors, le fait d'avoir mal à la tête, la dilatation ventriculaire, je ne sais pas quoi, une insuffisance rénale, des petites choses, pas forcément des grosses choses, sont suffisamment ennuyeuses pour ne pas compenser les avantages qu'on peut avoir à avoir ce produit. C'est-à-dire que la pente qu'on attend de réduction de la maladie, on espère que la maladie va s'atténuer, apparemment, elle ne s'est pas vue. Ce qu'on nous a dit chez Roche, c'est que ce n'était pas parce qu'il y avait des accidents nouveaux, et donc on n'avait rien de particulier sur les chez les patients, mais c'était parce que soit ça ne marche pas, soit ça marche moins bien que le placebo. Donc du coup, ils ont recommandé l'arrêt définitif du Tominersen. À la prochaine étape, c'est quoi? C'est analyser les données en urgence. Et là, j'espère qu'on les aura rapidement, et notamment le 27 et le 29 avril, elles vont être présentées à la communauté internationale, mais normalement, on devrait les avoir juste un petit peu avant. Et donc, on pourra vous en faire part, les Roches vous en fera part. Il y aura aussi la poursuite de l'étude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la poursuite de l'étude dans ce contexte-là? Ça veut dire qu'on ne va pas injecter le produit, mais on va continuer à proposer aux patients qui sont déjà très avancés une ponction lombaire au moment de la fin de l'étude, c'est-à-dire maintenant, et puis une à la fin de l'étude, c'est-à-dire à 101 semaines, c'est-à-dire 25 mois. Et on va aussi essayer de continuer de mesurer tout ce qu'on mesurait déjà, je vais revenir là-dessus. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors déjà, on a tous été surpris de la violence du communiqué de presse, parce que quand même ça a fait éruption dans les vies alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est parce qu'en fait, Roche est coté en bourse, et en fait, ça aurait été un délit d'initié. Imaginez que M. Lissandou et moi-même ayons vendu les actions que nous n'avions pas. On aurait pu nous en vouloir, mais coup de peau, on n'en avait pas. Mais donc, le résultat de ça, c'est qu'effectivement, on va... ça marche pas? Non, ça y est. D'accord, il y a un problème? Non. Bon, d'accord, je continue. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a été fait comme ça, mais on a suggéré à Roche que la prochaine fois, ils envoient peut-être un texto à tous les investigateurs pour pas qu'on ne soit pas pris par surprise et qu'on ne sera pas au courant après nos patients qui, eux, sont sur les réseaux sociaux de ce qui se passe. Donc, je pense que ça a été entendu. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est parce que c'est toxique ou est-ce que c'est parce que c'est pas efficace? On le saura bientôt, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, la suite du programme de Tominersen, c'est les patients qui étaient dans Ionis, ici à gauche, que je vous montre sur l'écran, ceux-là, ils vont continuer à être peut-être dans Jeune Extinct si jamais ils avaient déjà fini leur suivi. Et Jeune Extinct a un statut particulier parce que contrairement à Génération HD1, il n'est pas soumis à l'autorité d'un comité indépendant de surveillance, puisqu'en fait c'est la suite d'une étude finie, ce n'est pas l'étude elle-même. Donc il est suspendu
Peut-être qu'il ne redémarrera jamais, peut-être qu'il redémarrera, peut-être qu'il redémarrera sous une autre forme, on ne sait pas. Mais en tout cas, son sort n'est pas défini définitivement. L'histoire naturelle de la maladie, ceux qui avaient fini et qui ont basculé dans gène extinct restent dans gène extinct. Donc ça concerne 236 patients. Pour ceux qui étaient dans génération HD1, aucun n'ira dans gène extinct s'ils n'ont pas déjà fini. C'est-à-dire aucun patient français en l'occurrence. Donc on a demandé dès maintenant une levée d'aveugle. C'est-à-dire qu'on veut, et je sais que des gens de Roche sont en train d'écouter, je les salue donc, nous souhaitons une levée d'aveugle pour nos patients et le plus vite possible. Alors pourquoi on veut une levée d'aveugle? C'est-à-dire pourquoi on veut savoir si les gens avaient le placebo ou pas. S'ils n'avaient pas le placebo, ils peuvent aller dans n'importe quelle autre étude. Dès maintenant, il y en a qui m'en ont déjà fait la demande. S'ils avaient la molécule, là ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que, alors que la molécule va disparaître de l'organisme d'ici 5 mois et demi, c'est 5 demi-vies, une vie c'est à peu près 1 mois, donc dans 5 mois et demi, ils n'auront plus rien dans l'organisme, et comme je vous l'ai dit, c'est une thérapie génique qui ne modifie pas le génome, mais qui modifie l'expression du génome. Et donc, est-ce que c'est vraiment le terme thérapie génique qui est pris par les promoteurs pour accepter ou pas un patient dans les études? Est-ce que c'est un critère d'exclusion? On ne le sait pas. Ce que je sais, c'est que certaines études l'ont déjà prévu, ont déjà considéré que c'était un critère d'exclusion. D'autres, la réponse est en attente. Donc, on ne sait pas si ceux qui ont eu le produit pourront basculer dans d'autres études ou pas. Et finalement, il y a une dernière étude, ce qui est plutôt rassurant, où ils ont 2 fois 30 mg, parce que c'était des dosages surtout biologiques, et celle-là est hyper suivie, ce qui montre quand même que ce n'est pas un problème de danger, parce que s'il y a un danger, elle aurait été arrêtée. Donc, du coup, il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a quelque chose de certain, c'est qu'il y a une plateforme digitale Roche qui a été créée. Et cette plateforme, elle permet de mesurer avec un smartphone, avec une montre, avec des questionnaires pour les dents, pour le patient, faire des tests aussi, un certain nombre de choses. Et c'est une banque de données absolument incroyable, parce qu'une banque de données sur 800 patients, personne ne fait ça. Moi, mon labo fait effectivement une banque de données de ce type-là, mais on arrive à atteindre 20, 30, 40, 50, 100 patients, 1800 à l'international, il faut être un labo pharmaceutique. Et donc, pour l'instant en tout cas. Et le fait est, c'est qu'il faut continuer, si les patients le souhaitent, mais c'est vraiment pas une obligation, à récolter ces données parce que ça peut servir à des tas de choses. Et ça peut servir notamment, une fois qu'on saura si c'était la toxicité de l'oligonucléotide ou juste que ça ne marche pas, que peut-être il faut changer la manière dont l'oligonucléotide est fabriqué, tout simplement, ou la durée entre les injections, et ben on aura des connaissances sur la maladie. On saura si le neurofilament c'est un bon marqueur, et puis on aura des outils digitalisés. Alors les outils digitalisés, ça m'intéresse particulièrement, et ça nous intéresse particulièrement parce que vous avez peut-être remarqué qu'on avait le Covid, et on téléconsulte beaucoup. Et téléconsulter en n'ayant pas beaucoup d'informations sur les patients, alors on y arrive quand on a des visios qui marchent, mais quand ils ne marchent pas, si on avait des informations sur l'état des patients, avec un suivi régulier, de comment ils vont et s'ils vont vers le déclin, l'amélioration ou autre, ou s'il y avait des événements particuliers, on serait probablement meilleur en téléconsultation. Et donc, on peut imaginer que les données de Roche vont servir aux futurs essais thérapeutiques et peut-être à nous aider à suivre nos patients. En tout cas, ce que Roche dit aujourd'hui, c'est qu'ils vont partager ces données avec l'ensemble de la communauté Huntington. Évidemment, nous serons contents lorsque nous les aurons. Et à ce moment-là, nous pourrons en reparler. L'autre projet, alors si vous voulez me poser des questions sur Roche, maintenant vous pouvez, et puis sinon je vais continuer sur Web, on fera une vision globale. Oui. Donc, par rapport à HD1 génération, les rendez-vous sans injection sont-ils supprimés? Alors, en fait, Roche a proposé de les supprimer et de les remplacer par des appels téléphoniques. Ma position n'est pas celle-là. Et je leur ai dit aussi, j'ai demandé que ce soit optionnel, et que donc on puisse voir les patients qui le souhaitent à la date. On m'a demandé de parler moins vite, alors je vais le faire. Que ce soit fait à la date qui était prévue pour les patients. On peut même la changer. Là, j'ai un patient qui est venu. Ça ne l'arrange pas parce qu'ils ont un voyage, on va décaler de 3 semaines, ça n'a aucune importance. Mais ce que j'ai demandé, c'est que Roche accepte qu'on fasse des consultations en plus. De toute façon, si on n'a pas l'agrément dans le cadre de nouveaux consentements qui va être proposé au comité d'éthique, on le fera nous en consultation, il n'y a aucun problème. Donc les patients seront vus régulièrement, parce que pour moi, il n'est pas question de laisser un patient dans la nature.
Surtout quand il a reçu, il s'est investi dans un essai thérapeutique, il a fait des efforts. On ne va pas le lâcher tout seul en disant très bien, on se revoit dans 6 mois pour votre évaluation finale. Ce n'est pas notre manière de faire. Donc, je pense que tous les centres vont s'aligner les centres français vont s'aligner sur cette position. Ce n'est pas la position internationale pour l'instant. Et elle est discutée actuellement parce que nous avons fait la proposition en France de le faire comme ça. Donc, vous avez partiellement répondu, mais les tests sur le smartphone de l'aidant sont-ils supprimés? Non, non, pas du tout. En fait, tout est maintenu, sauf qu'on diminue le nombre de ponctions lombaires. C'est-à-dire qu'il y en a une au moment de l'arrêt de l'étude et une à la fin. Il y a les IRM qui sont les mêmes, le smartphone, la montre, les tests de l'aidant, tout est maintenu à l'identique. Parce que ce sont, comme vous l'avez compris, des données rares. Un point qui n'est pas facile à comprendre, c'est pourquoi Roche a décidé d'arrêter et pas de suspendre l'essai clinique, le temps de comprendre ce qui se passe, puisque d'ici un mois, on aura les résultats. Pourquoi décider d'arrêter définitivement? Alors, nous, on n'a pas réponse à la question, et c'est pas Roche qui a décidé d'arrêter, c'est le comité indépendant de surveillance. Et au moment où le comité indépendant de surveillance a décidé d'arrêter, Roche n'avait pas les résultats. Donc, ce comité a décidé que c'était définitif. Alors, après, on peut tout inventer. C'est soit parce que ça ne marche pas, tout simplement, soit c'est parce que c'est pire que le placebo. Ça veut dire qu'il y a des effets indésirables, même modestes, qui sont là. Et donc, ce n'est pas la peine d'exposer les gens à quelque chose qui n'est pas bien pour eux. C'est aussi simple que ça. Ça arrive dans plein d'essais. Ce qui est surprenant et inhabituel ici, c'est ce côté extrêmement violent et complètement imprévisible où ça nous tombe dessus par un comité de presse. On se retrouve tous en disant mais c'est quoi cette histoire, sans après n'avoir l'information à vous donner. Et donc il y a eu évidemment des cellules de crise, on s'est réunis, on a essayé de comprendre, on a eu des réunions internationales, mais le fait est c'est qu'on n'a pas les résultats. On ne les aura pas avant internationalement le 27-29. Et Catherine Kerting m'a dit qu'on les aurait probablement en France, les investigateurs, vers le 21, mais ceci n'est pas encore confirmé. Donc si on ne les a pas, on ne les a pas, on ne peut pas les inventer. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas marché. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on n'expose pas les gens inutilement à un produit. Donc, est-ce qu'il est possible que la molécule, le tominersen, soit une bonne molécule, mais que la population des gens n'ait pas été suffisamment bien ciblée et que ça puisse mieux marcher sur une autre population, peut-être de gens à un autre stade de la maladie? Tout à fait, tout à fait. C'est une des analyses qui va être réalisée. Ça a été discuté au niveau international. En fait, il va y avoir des sous-analyses en fonction du nombre de CAG, en fonction de l'âge, du sexe, du stade d'évolution de la maladie, pour voir s'il y a des gens qui répondent bien au traitement et des gens qui ne répondent pas bien. Peut-être que c'est aussi une question de durée, peut-être que ce n'est pas tous les 2 mois qu'il faut injecter, peut-être que c'est tous les 4 mois, que c'est peut-être pas 120 mg, mais c'est peut-être 80 mg. En fait, tout est possible. À ce jour, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a posé la question explicitement à Roche, ils ne peuvent pas s'engager à quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, et c'est toujours très difficile de dire ça à des patients, il faut attendre les résultats. Et de toute façon, l'histoire n'est pas finie parce que même Roche, ils vont eux continuer. Ils ont, et c'est pas secret parce que ça a été transmis, dans leur carton des choses qui sont du préclinique, c'est-à-dire chez la souris, dans les tubes en biologie, qui vont faire de la thérapie génique. Alors, est-ce que ça marchera ou pas? J'en sais rien. Est-ce que tominersen va être changé en coupant un petit bout de l'oligo? J'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'histoire n'est pas terminée, y compris avec Roche. Et ça, c'est important de le savoir. Je pense que le fait qu'ils continuent Genextend, c'est-à-dire qu'ils continuent peut-être, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas arrêté définitivement Genextend, c'est plutôt le signal qu'ils n'ont pas eu l'information qu'il y avait quelque chose de grave. Mais on n'en sait pas plus. Je rebondis sur le suivi. On nous dit, sur Toulouse, les rendez-vous sont supprimés ainsi que les injections. Est-ce qu'il y a une coordination de tous les investigateurs en France sur la même politique à avoir? Alors, il va y avoir une coordination. Il n'y a pas eu parce que les coordinations étaient internationales. Il y a eu 2 réunions françaises où moi, j'étais déjà intervenue via Roche et je n'étais pas aux réunions françaises, mais j'étais aux réunions internationales. Et j'en ai discuté avec certains investigateurs qui ont téléphoné
à qui j'ai pu échanger le sujet, qui étaient tout à fait dans cette ligne-là. Il y en a d'autres qui visiblement ne le sont pas, mais je pense qu'on va essayer d'homogénéiser tout le monde. Mais on ne peut homogénéiser les choses qu'à partir du moment où c'est Roche, puisque c'est eux quand même le promoteur, qui va suivre ou pas notre position. C'est-à-dire s'ils ne suivent pas notre position, les indicateurs feront comme ils sentent, c'est-à-dire comme des médecins. Moi, je dis que je suivrai mes patients, s'ils le souhaitent, en consultation à chaque fois que ce sera nécessaire dans ce contexte-là, de toute façon, en général. Je sais que d'autres investigateurs vont le faire parce qu'on en a déjà parlé. Si certains ne veulent pas le faire et que Roche ne l'impose pas, ça ne pourra pas être imposé. Je pense qu'il faut le maintenir en optionnel. D'accord. Bon, il y a d'autres questions, mais plus larges. D'accord. Donc, du coup, je vais continuer sur Web. Donc, Web, c'est l'autre essai qui a lui aussi jeté un pavé dans la mare. Ce coup-ci, ils ont laissé 8 jours entre les deux, histoire qu'on respire un peu. Donc, c'est une phase 1B, 2A, donc ça veut dire que c'est encore le début. On ne teste pas que l'efficacité, on teste surtout la sécurité et la faisabilité. Et là, c'est 48 patients par bras, puisqu'il y a 2 essais. J'ai perdu mon image. Elle va revenir. Il y a 2 essais. Un qui fait le SNP 1 et l'autre le SNP 2. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Et ça a été arrêté le 30 mars. La différence, là, c'est que nous, on a été prévenus, donc on a pu anticiper. Et on savait, ce qui est une très, 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 très grosse différence, que nos patients qui sont dans SNP 1 et SNP 2 vont pouvoir passer dans SNP 3. C'est-à-dire qu'il y a une autre étude qui démarre. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais elle est dans les tuyaux depuis novembre 2020. Qui s'appelle Précision HD3, donc c'est la suite de ce qui se passe, avec une modification de la manière dont est fabriqué l'oligonucléotide. C'est pour ça que j'avais proposé ça pour Roche, ça peut arriver. Et la raison pour laquelle ils font ça, alors je vous explique ce que c'est SNP. Donc ici, vous voyez les petits oligonucléotides en rouge qui apparaissent sur ma diapositive. Et ces petits oligonucléotides, ils pourraient bloquer la fabrication de huntingtin des 2 côtés. D'accord ? Sauf que là, l'idée de Web, qui est très intéressante, c'est qu'ils ont utilisé les SNP, parce que vous voyez, c'est les points marrons là, qui sont des marques de fabrique qu'on a tous. Dans l'évolution, on peut avoir un petit bout de gène qui ne sert pas à grand-chose, un petit nucléotide, un tout petit bout, qui ne code pas grand-chose, et qui est un reliquat d'évolution. Alors, il y a des gens qui ont le SNP 1, il y a des gens qui ont le SNP 2, il y a des gens qui ont le SNP 3, il y a plein de numéros, et puis chacun le sien, et puis on peut en avoir plusieurs. Là où c'est très astucieux, c'est qu'ils ont décidé de mettre ensemble leur oligo qui porte le SNP et qui soit compatible avec le gène du huntingtin, c'est-à-dire la répétition de CHG. Et donc, du coup, quand on utilise cet oligonucléotide, on ne fait disparaître que la huntingtin mutée. Et ça, c'est très important. Donc, la huntingtin sauvage n'est pas du tout perturbée. Et ça, donc, c'est pour ça qu'on dit que WELL, c'est une thérapie génique sur l'expression, mais qui est sélective, contrairement à Roche, qui n'est pas sélective. Alors, on attendait beaucoup de cette étude, qui a été globalement assez bien tolérée, mais surtout, qui a montré, c'est des résultats préliminaires, 12% seulement de baisse de la huntingtin, et vous avez vu, à Roche, on était entre 30 et 50, voire 60. Donc, si Roche n'a pas marché avec une telle baisse, peut-être que 12%, c'était pas assez. Mais si Roche n'a pas marché, c'est peut-être que c'était trop aussi à la base. Donc, en fait, on ne sait pas, mais le fait est, c'est qu'eux, ils ont décidé de faire une autre étude. Donc, la bonne nouvelle, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, tout ce qui est bonne nouvelle, je l'ai mis en bleu, c'est qu'on va avoir un nouvel essai qui démarre et que les patients qui étaient dans l'un pourront directement passer dans l'autre. Donc, pour eux, il y a un changement. On aura perdu, évidemment, un petit peu de temps, mais c'est tout. Une autre, peut-être vous avez des questions sur Wave, monsieur Sandou ? Pas encore. Pas sur Wave spécifiquement. Alors, on va continuer. Alors, il y a un essai qui est très intéressant, qui malheureusement n'est réalisé en ce moment qu'aux États-Unis. J'ai une question qui me vient comme ça, mais il n'y a aucun lien entre la décision de Roche et l'arrêt de Weil qui intervient une semaine après. C'est une coïncidence. Alors, c'est peut-être pas complètement une coïncidence. Je pense que c'était déjà prévu pour Wave, parce que nous, on avait déjà eu une réunion cet été, ou je ne sais plus quand,
cet automne avec... Non, c'était cet automne, je me souviens plus exactement parce que je n'ai pas la notion du temps. Mais on avait déjà eu une réunion avec eux sur le SNIP 3. Donc on savait depuis longtemps qu'on allait se lancer dans le SNIP 3 parce qu'on va faire partie des centres qui seront dedans. Mais par contre, qu'il l'ait dit précisément à ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était le bon moment, tant qu'à faire, de proposer qu'il y ait une autre étude. Mais ça, je ne suis pas dans la tête des gouvernements de Wave. Mais le fait que Roche ait montré une inefficacité avec une baisse de entre 30 et 50%, ça leur a peut-être fait penser que leurs 12% n'étaient pas suffisants. Hein. Mais je ne suis pas dans leur cerveau, mais ce n'est pas absurde comme raisonnement si on pense que 12% ne suffisent pas. Et qu'il faudrait des années pour montrer quelque chose. Parce que peut-être que ça fait quelque chose, mais peut-être pas en 2 ans, et qu'il faudrait 10 ans pour qu'on voit la différence. Donc, pour revenir ensuite aux autres possibilités, il y a les RN interférents. Alors, vous voyez, c'est cette petite épingle à cheveux là que j'ai collée sur l'ARN messager, plutôt ce que j'ai recopié d'un dessin de Sarah Brésil sur les ARN messagers. Et il va faire en sorte qu'avec une enzyme, qu'il soit dégradé. Et donc, il va y avoir une diminution de la fabrication de la titine mutée. Alors, il y a plein d'entreprises qui font ça. Hein. Il y a Spark qui vient d'être acheté, mais je ne sais pas par qui, j'ai oublié. Voyageurs, Nicure, Takeda, Régénéron, donc il y en a beaucoup. Et là, la technique est très différente parce que ce n'est pas sélectif, mais c'est un virus qui va être injecté dans le cerveau des patients. Donc là, on n'est plus comme une péridurale en intratécale. Hein. On est dans le cerveau des patients, on injecte ça, c'est le chirurgien. Et le virus va avoir un petit bout de gel qui va modifier la fabrication, le RNA interférent, et qui va se coller à notre ARN. Et donc, du coup, c'est définitif. On le garde dans le cerveau. C'est une seule injection, une seule fois. C'est une seule injection, c'est entre 5 et 6 injections, parce qu'il y a plusieurs trous. Chez les patients, et puis ils testent plusieurs doses. Donc là, c'est des résultats chez la souris à droite, à 30, 50, 70%, et ils regardent si on a diminué la tintine au niveau du liquide céphalorachidien, c'est le cas, et c'est vrai aussi au niveau du striatum et du cerveau, du cortex. Et donc, du coup, la bonne nouvelle, et là aussi, c'est surréaliste, mais c'est comme ça, il y a eu un communiqué de presse le 5 avril, qui dit que non seulement ils vont continuer Unicure, mais ils vont étendre à l'Europe. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Alors, est-ce que la France sera dedans? Donc, du coup, eux aussi, ils ont un comité indépendant qui a œuvré. Donc, j'ai regardé le résultat du comité. Le 8 février, le comité a dit qu'ils pouvaient poursuivre. Donc, ils ont fait 6 patients qui sont traités et 4 qui sont placebo, et ils ont le droit de passer à la dose qui suit. Et donc, pour cette raison-là, non seulement ils passent à la dose qui suit et continuent leur programme, mais ils vont ouvrir des États-Unis à l'Europe. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nos patients. Et c'est quelque chose qui peut marcher. Et en plus, en termes de confort, si ça marche, ça veut dire que c'est une seule injection à vie pour les patients. Mais là, on ouvre à l'Europe pour la phase 1, phase 2, ou on passe à l'efficacité Non, ce serait en phase 1, phase 2 encore. De ce que je sais. Hein. Moi, là, pour le coup, j'ai juste lu le communiqué de presse. Ils n'ont pas proposé de passer à une phase 3 pour l'instant. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas classique de fonctionner par communiqué de presse interposé. Je le reconnais, on n'avait pas l'habitude de fonctionner comme ça. Il faut s'adapter au changement du monde, c'est tout, on s'adapte. Donc, il y a aussi les petites molécules modulatrices de l'épissage. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces différentes étapes. Donc, l'épissage, c'est ce qui nous permet d'enlever les petits bouts d'introns dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne codent rien du tout en noir là, et de les supprimer pour fabriquer un bel ARN messager qui va pouvoir fabriquer des protéines. Donc, si on empêche la fabrication de cet ARN pour la untintine, eh ben, on va diminuer effectivement la fabrication de untintine mutée, mais aussi pas mutée. Et donc, du coup, là, c'est un produit qui a déjà été utilisé, c'est Branaplam, je prononce mal, qui est un produit fait par Novartis, qui a été utilisé déjà dans la myotrophie spinale avec un certain succès. Et donc, on démarrera en septembre 2021, si on arrive à avoir le CPP dans les temps. Donc, Mondor sera centre coordonnateur pour la France. Je n'ai pas le droit de dire tellement plus. C'est une phase 2B et on démarre surtout sur l'efficacité et la toxicité.
Il y a un nouvel essai aussi qui va… Donc là, c'était plutôt une bonne nouvelle via communiqué de presse quand même, tant pis, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais nous, on l'avait eu un petit peu avant pour le coup. Il y a les doigts de zinc et les talences dont je vous ai parlé. Donc là, c'est un petit équivalent de ce qu'on avait proposé. C'est comme des ciseaux, mais ça fonctionne avec une enzyme et ça va bloquer en fait dès l'ADN la fabrication du pré-ARN. Là aussi, la différence, c'est que ça va être quelque chose, donc là, c'est fait que chez la souris, à chaque fois, je vous ai mis une petite icône, et c'est une seule administration, et c'est irréversible, et ça donne des risques d'inflammation. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore prêt, mais peut-être que là aussi, il y aura une nouveauté, puisque si c'est un traitement, je dirais, radical, puisque c'est une seule injection, on peut imaginer que ça peut avoir un intérêt, parce que se faire une ponction lombaire tous les mois ou tous les 2 mois, même si c'est pour la bonne cause, ça peut être un peu lassant à force. Donc finalement, le Graal, bien sûr, c'est CRISPR, et on l'attend tous, parce que autant tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent ne pouvait pas guérir Huntington, CRISPR pourrait guérir Huntington dans le sens où il pourrait découper le bout qui dépasse, je dirais, du gène CAG, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plus de 36 CAG, on pourrait descendre en dessous de 36 CAG. Alors le problème de CRISPR, et je remercie encore Nicole Desglon de m'avoir éclairé comme elle le fait chaque fois que j'ai des questions sur CRISPR, hein, parce qu'elle travaille chez la souris. L'inquiétude qu'on a, c'est que CRISPR, c'est fantastique, sauf qu'une fois qu'on a des ciseaux qui coupent des bouts de gènes dans le cerveau, eh ben, on les a. Il vaudrait mieux qu'ils n'aillent pas couper n'importe quoi. Donc, elle a fabriqué une molécule qu'elle avait appelée kamikaze CRISPR, qui va découper ces ciseaux pour couper les ciseaux. Mais ce qu'elle m'a redit encore hier, c'est qu'elle pensait que c'était vraiment très compliqué encore de passer chez l'humain parce qu'il faut couper un bout de CAG pour la huntingtine mutée, mais pas pour la huntingtine pas mutée. Donc, il va falloir aussi être sélectif. Donc, techniquement, c'est extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire que c'est irréalisable. Elle, son idée, c'est que d'ici 5 ans, ça devrait arriver sur le marché. Pour l'instant, contrairement aux autres produit que je vous ai montré, c'est fait uniquement dans les universités, à Harvard, à Emory et à l'Université de Pennsylvanie et le PFL, c'est-à-dire Lausanne, là où elle est. Donc ça, évidemment, on rêve tous de voir CRISPR, mais il va falloir attendre. Il y a d'autres cibles. Là, je n'avais pas spécifiquement les entreprises qui travaillent dessus, ni même les universités. Donc, c'est surtout les fragments dérivés qui vont apparaître. On va essayer d'améliorer l'évacuation des déchets. Donc ça peut marcher aussi. Et puis, je vais parler d'autre chose. Alors, peut-être là, j'ai un peu fini sur la thérapie génique, pas complètement, mais presque. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors, ça part un peu dans plusieurs directions, mais l'objectif de diminuer la huntingtine est-il toujours viable ? Quel est le risque lorsqu'on diminue la bonne huntingtine ? Alors, comme je vous l'ai dit, beaucoup de ces essais sont pas sélectifs, par exemple Roche ou même Unicure, diminue la huntingtine mutée et pas mutée. Mais la huntingtine, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a un embryon, c'est-à-dire au moment du développement du cerveau, mais après, il n'en faut pas énormément. Donc, les études qui avaient été faites chez l'animal ont montré qu'on pouvait diminuer dans une zone raisonnable la huntingtine, on ne va pas dire bonne ou mauvaise, parce que c'est dans les deux cas, c'est de la huntingtine qu'on a dans son corps, donc on va dire sauvage et mutée. Si on diminue trop la sauvage, effectivement, ça peut devenir embêtant. Et il faut surtout diminuer la mutée, évidemment. Maintenant, il faut diminuer, on peut diminuer les deux sans, a priori, qu'il y ait de problème. Les résultats de Roche, de ce point de vue-là, sont très, très importants pour la communauté internationale, parce que là, on saura de combien on a diminué. Est-ce que les patients qui vont bien, c'est ceux chez qui on a diminué plus ou ceux qu'on a diminué moins ? Est-ce qu'il y a des petits effets chez certains types de patients ? Donc, pour l'instant, ça reste une piste, bien sûr. C'est quand même le mécanisme, il faut rappeler, je vous l'ai montré au début, la maladie de Huntington, c'est une maladie qui est liée au fait qu'on porte le gène de la huntingtine mutée. Donc, si on supprime le mécanisme de la maladie, on peut bien espérer guérir la maladie ou en tout cas l'atténuer. Je ne vais pas du tout détailler puisque ce n'était pas trop le propos, mais par exemple, souvent c'est des stades 1 ou 2, c'est-à-dire des gens qui sont encore autonomes, mais qui ne peuvent plus travailler ou qui ont des difficultés au quotidien, qui vont avoir un nombre de répétitions de triplets compris entre X et X, parce qu'on va essayer sur le plan statistique d'homogénéiser les gens, qui vont avoir CAP score, ce qui est une formule extrêmement compliquée, on multiplie l'âge par le nombre de CAG, multiplie par 33 ou 36, je ne sais plus, 33. Donc en fait, il y a plein de formules, il y a des critères d'inclusion, il y a des critères d'exclusion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens fassent des bébés à ce moment-là,
Il ne faut pas qu'ils aient une maladie grave au même moment. On ne va pas s'amuser à mettre de la thérapie génique à quelqu'un, par exemple, qui a un cancer ou qui est en pleine flambée de Covid. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, chaque étude a ses critères. Alors, comment intégrer une étude? Normalement, vous avez un neurologue, enfin, je l'espère, référent, qui va vous indiquer. Moi, j'indique au fur et à mesure à mes patients, tiens, ça, c'est bien pour vous, ou ça, c'est pas le bon moment pour vous parce que c'est pas adapté à votre cas. Et on suit tous nos patients, par exemple, dans une étude qui s'appelle ANROLL, qui est une étude juste de suivi observationnel, qui est portée par CHDI Foundation. Cette étude-là, elle nous permet d'avoir une espèce de mise en banque de toutes les données de ce qu'on peut faire chez les Huntington. Et quand on veut décider ou pas si on peut mettre un patient dans un essai clinique, au lieu de l'embêter en lui disant « Ah, je vais vous proposer, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le proposer », on va regarder, en tout cas sur la base de certains critères, si déjà ça colle, et après on vérifiera les indications, les contre-indications. Donc, normalement, si vous êtes suivi sur un centre de référence constitutif, par exemple, comme Angers, Lille, la CLP, etc., là, vous aurez des référents qui connaissent vraiment très, très bien la maladie, mais dans les centres de compétences aussi, ils connaissent très bien la maladie, ils pourront vous dire des choses. Donc, il y a Marseille, Toulouse, il y en a plein, Poitiers, je n'ai pas les listés tous parce qu'il y en a quand même 18. Donc, du coup, il y a toujours cette possibilité. Là, l'autre possibilité, c'est qu'il y a Internet. Alors, il y a la HF qui relaie quand même un certain nombre de choses, hein. Nous, notre site n'est pas à jour, mais il le sera bientôt parce que nous montons la plateforme Grand Paris Est, donc on va pouvoir carrément mettre les critères des essais thérapeutiques et après, il suffit de prendre rendez-vous avec le neurologue. C'est pas très compliqué. On ne s'inscrit pas à un essai thérapeutique, on prend rendez-vous avec un neurologue qui gère un essai thérapeutique ou qui y participe et qui vous dira bah oui, non, ça marche ou ça marche pas. Donc, c'est pas très compliqué de prendre un rendez-vous à un neurologue et je vous conseille même de le faire sans attendre les essais thérapeutiques. Parce que certains neurologues sont peut-être moins vieux que moi ou moins aguerris, mais en tout cas, à mon ordre, on a pris l'habitude de ne mettre en essai thérapeutique que des patients qu'on connaissait pas trop mal, et pas en tout cas des patients qui viennent la première fois. Parce que c'est difficile un essai thérapeutique, donc on veut être sûr que les gens supportent la recherche. Il faut venir à des moments où on n'a pas envie de venir, il faut se lever le matin, il faut accepter de porter une montre, il faut accepter une ponction lombaire, il faut accepter plein de choses. Et donc, il y a des gens qui n'acceptent pas, quoi. Ils pensent sur le papier qu'ils ont envie, mais en fait, en vrai, quand ils s'y collent, ils se rendent compte qu'ils sont claustrophobes et qu'ils ne peuvent pas faire une IRM. Donc, il y a plein de choses qu'il faut vérifier. Donc, en général, nous, on propose, je vais dire presque une initiation à la recherche avec nos propres protocoles de suivi de patients. On ne propose pas de médicaments, mais on leur dit, est-ce que vous voulez participer à ça? Puis, on voit si ça se passe bien. Et puis, le jour où il y a quelque chose de bien sur le marché, on leur propose. Voilà. C'est quand même la meilleure manière de faire, je pense. Une dernière question sur l'essai de Unicure. Une fois que les patients auront eu leur injection intracrânienne, est-ce qu'il y aura aussi des ponctions lombaires pour voir l'impact sur les taux de Huntington? Oui, bien sûr, il y en aura. Il y en aura, pour l'instant, comme c'est un essai thérapeutique, ça sera forcément contrôlé. Et donc, il y aura des ponctions lombaires. Malheureusement, dans tous ces essais ou heureusement, je ne sais pas donc comment il faut le dire, heureusement sur le plan scientifique et malheureusement pour le dos des patients, il faut faire des ponctions lombaires, mais les ponctions lombaires, il faut vraiment imaginer que c'est comme une péridurale. Hein. Quand on accouche, pour certaines femmes, beaucoup réclament la péridurale et maintenant les ponctions lombaires, on sait les faire. Globalement, ça ne fait pas très mal. Maintenant, il y a même des petits patchs anesthésiques. Ça n'est plus ce que c'était. Hein. Il y a des aiguilles très fines, pas traumatiques. C'est pas un problème la ponction lombaire, sauf si on a de l'arthrose. Là, c'est pas possible. Ça passe pas. Bon, on peut enchaîner. Alors, on peut enchaîner, mais j'ai presque fini. Alors, ce que je voulais rappeler, c'est qu'il n'y a pas que la thérapie génique dans la vie. Il y a d'autres choses. Par exemple, il y a la neuroprotection. Il y a un essai qui va démarrer à la fin du mois, je pense, qui s'appelle Proof HD. Donc là aussi, alors pour le coup, c'est extraordinaire parce que je ne connais pas exactement le nombre de centres en France, alors que je suis le coordonnateur pour la France, mais bon, c'est pas très grave. On a un peu de difficulté à avoir toutes les informations. Mais le but du jeu, c'est intéressant, c'est de faire diminuer, d'empêcher la perte d'autonomie. C'est le premier essai qui se positionne sur ce créneau-là. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est augmenter les capacités de gérer les finances, la cuisine, le quotidien et son autonomie personnelle. C'est un essai qui va durer 2 ans au total, avec une partie en double aveugle ou pas. Et pour certains qui le connaissent, parce que c'est la pridopinine, le produit, c'est pas du tout un produit révolutionnaire, mais c'est un produit qui a été testé dans 5 études
Et il y en a plusieurs qui semblent montrer qu'à la dose de 2 fois 45 mg, ça semblerait peut-être être efficace en neuroprotection. Donc, du coup, il y aura 480 patients sur 7 pays. La moitié auront le placebo, la moitié auront le produit. Et l'idée, c'est de vérifier qu'ils seront capables ou pas de s'améliorer, en tout cas de ne pas trop décliner au cours du temps. L'autre chose qui est importante à savoir avec cet essai, c'est que j'ai une discussion actuellement avec Ralph Freeman, qui est un des investigateurs mondiaux de cette étude et qui est un des organisateurs. Et je lui ai demandé si nos patients de Roche ou de Wave qui décidaient de changer leur fusil d'épaule pourraient être dans cet essai. Pour l'instant, on ne sait pas parce que c'est les promoteurs qui décident, c'est-à-dire ceux qui financent. Et là, c'est la boîte Prilenia. Et peut-être 5 mois et demi après la dernière injection, ça pourra s'envisager pour Roche. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais je suis en discussion, je dirais, régulière avec mes homologues internationaux. Il y a une dernière chose que je voudrais quand même rappeler et qui me paraît absolument fondamentale, c'est la prise en charge. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive, même si elle est assez ancienne. Alors, on ne dit plus diapositive, mais à l'époque, c'était une diapositive. C'est celui d'une échelle de démence qui s'appelle la Matisse Dementia Rating Scale. C'est une échelle de détérioration intellectuelle. Donc, à 144, on est c'est le maximum. À 136, jusqu'à 136, on est normal. En dessous de 120, on a perdu de l'autonomie. Et donc, on voit des patients, ces 3 exemples de patients que j'avais bien aimés, que je n'ai pas rafraîchi depuis, mais on en a plein d'autres depuis, qui sont arrivés pas autonomes à Mondor, et puis au bout de 2 ans, ils l'étaient devenus, ou qui étaient arrivés avec des troubles cognitifs, et au bout de 3 ans, ils n'en avaient plus, ou avec des fluctuations, c'est ce qu'on voit. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, et qui est un point fondamental, et je veux que vous sortiez aujourd'hui avec cette idée en tête, les essais thérapeutiques, c'est important, ça fait avancer les choses, et ça va faire avancer les choses, et on va avoir des choses qui vont faire bouger les choses. Mais la prise en charge, la kinésithérapie, l'orthophonie, la marche tous les jours 1 heure, rire avec sa famille ou ses amis, ou rire tout court avec des copains, ce qu'on veut. Alors, en temps de Covid, c'est pas très simple de rire, je suis bien d'accord, mais on va essayer de vous faire rire dans les hôpitaux, parce qu'on essaie malgré tout de garder une bonne humeur. Et bien ça va faire la différence et on va durer plus longtemps. Alors, durer plus longtemps, c'est pas une fin en soi, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on peut profiter de la vie. Les voyages, c'est très bon pour une Tinton. Alors, c'est pas le bon moment. Il faudra voyager en France quand on aura le droit de sortir. Mais bon, on est tous à la même loge. Donc ça, la prise en charge, c'est fondamental et il faut continuer. Et donc, si on fait une synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de produits, énormément de firmes qui travaillent sur le fait d'essayer de modifier l'impact du gène muté de la huntingtin. Plus il y en a, plus on a de chances que ça marche. La deuxième chose, c'est que maintenant, on sait comment introduire un gène. C'est-à-dire que si on met un virus dans le cerveau, on va pouvoir faire arriver un gène là où on veut dans le cerveau. Et tout le problème, c'est effectivement qu'on ne veut pas qu'il aille n'importe où. On peut aussi, on a progressé dans le suivi des patients. On a des outils maintenant digitalisés qui commencent à arriver. Il y a ceux de Roche, il y a les nôtres, il y a ceux de certaines boîtes qu'a proposé Monsieur Issandou. Donc, ça bouge. On a progressé dans l'identification des cibles. Il y a 30 ans, je n'aurais pas imaginé qu'on pourrait proposer ça quand j'ai commencé à travailler sur une Tinton. On a progressé dans la prise en charge. Maintenant, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de patients qui sont plus suivis et qui se retrouvent dans la nature avec personne à qui parler. Et il y a quelque chose qui tient à vous et aux associations et à nous, c'est qu'on peut mobiliser des centaines de patients rapidement. Un essai comme Roche, 801 patients dans le monde, c'était inimaginable il y a quelques années. Maintenant, on est mondialisé, on peut le faire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les bonnes cibles et les bonnes méthodes. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher un jour. Et donc, une Tinton, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une recherche qui est en expansion, qui est dynamique, avec de la thérapie génique, avec génération HD1, c'est en suspens, et il y a encore d'autres choses chez Roche qu'on peut attendre, je l'espère, dans les années qui viennent. Wave, précision HD, ça vient. Unicure, c'est fin 2023. Novartis, c'est début 2021. Il y en a 6 qui arrivent derrière. Il y a de la neuroprotection avec Proof. Il y a Cystamine, on attend les résultats en ouvert. La prise en charge, l'enrichissement environnement. Et en regardant ma diapo, j'ai ri ce matin parce que j'ai pas mis les greffes de neurones, ce qui est quand même un comble, puisque ça a redémarré en Angleterre et que je les aide avec le nouveau protocole, puisqu'on sait maintenant que nos patients faisaient des rejets contre les greffes et qu'on va régler ça. Donc, c'est quelque chose qui bouge et j'espère que vous partirez
dans votre journée en vous rendant compte que, bien sûr, c'est une déception. On ne va pas dire que c'est une bonne nouvelle quand quelque chose ne marche pas. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, tant que les patients vivent, avancent, prennent des vacances et se battent, eh ben, ça peut aller. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Bachot-Lévy. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a une question que je ne comprends pas, mais je vais vous la poser. Peut-être que je ne vais pas la comprendre non plus. Est-ce qu'il y a de la recherche sur l'épigénétique et Huntington lorsque la personne porteuse est asymptomatique, ou est-ce que la recherche se consacre uniquement sur le traitement des personnes symptomatiques? Non, non. Alors, il y a énormément de… Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. Il y en a une sur est-ce qu'on s'occupe des présymptomatiques? La réponse est oui, 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 oui. Il y a d'énormes essais. Il y a un très beau papier qui est sorti dans Lancet Neurologie de l'équipe Sarah Tabrizi l'année dernière ou il y a quelques mois, parce que j'ai toujours pas la notion du temps entre le début et la fin de la conf. Et puis, nous, on va démarrer un essai en octobre de suivi de patients présympto avec du PET scan, des marqueurs, des tablettes, des outils digitalisés. Il y a CHDI qui a aussi une plateforme digitalisée qui va sortir bientôt. Roche en a une. Bon, tout le monde est sur les starting blocks pour essayer, le jour où il y a quelque chose de bien pour les patients qui marche, évidemment, ça sera proposé à ceux qui sont porteurs du gène mais qui n'ont rien. Ça, c'est la première chose. L'épigénétique, c'est pas la génétique, c'est pas ce qui est codé par le code génétique, c'est ce qui va faire que le code génétique va s'exprimer ou pas. Et évidemment, là aussi, il y a la recherche là-dessus, mais ce sont des laboratoires qui font du fondamental, pas comme le mien, parce que moi, c'est un laboratoire qui ne travaille qu'avec des humains, et notamment sur les fonctions intellectuelles. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge limite pour les patients qui peuvent intégrer des essais cliniques? Ça dépend des essais. Alors, par exemple, Proof, on peut entrer dedans à peut-être 25 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Roche, c'était jusqu'à 65 ans. Wave, c'était jusqu'à 65 ans. En fonction, c'est essai dépendant. Pour le suivi observationnel, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, souvent, il y a une limite d'âge aussi inférieure, c'est-à-dire que ce n'est pas avant 18 ans, en général. Il faut être majeur pour pouvoir participer à un essai pour la plupart du temps. Bon, il y a des essais qui sont destinés à l'enfant, mais ils sont rares, c'est d'autres essais. Et souvent, un des critères, c'est de ne pas avoir des formes qui ont débuté avant l'âge de 25 ans, sachant que CHDI prévoit d'avoir des essais destinés spécifiquement à ce qu'on appelle les formes juvéniles, c'est-à-dire les gens qui ont débuté avant 20 ans et qui n'ont pas exactement la même forme de maladie que les autres. Bien. C'est une dernière question. Là, on sort un peu de la recherche clinique, mais vous en avez parlé dans votre dernière diapositive sur la prise en charge. Que faire lorsque le patient n'accepte pas la maladie et ne veut pas consulter? Alors, il faut l'amener à avoir envie de consulter. C'est-à-dire que ce qu'on dit toujours en consultation, c'est que c'est le patient qui décide. Et d'ailleurs, on leur rappelle qu'ils ont le pouvoir, parce que souvent, quand les gens refusent, il y a deux raisons. La première, c'est qu'ils ont peur. Et on peut imaginer que c'est normal d'avoir peur quand on vous dit vous avez peut-être une maladie et il va falloir gérer ça jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il faut peut-être les rassurer tout simplement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils voient l'intérêt, qu'est-ce qu'ils vont y gagner en fait à accepter de consulter. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Il faut en discuter avec eux, puis avec le neurologue. Moi, j'étais très étonnée de voir des patients qui viennent de loin, qui ont débarqué parce qu'ils avaient vu les vidéos qu'on avait faites, qui sont maintenant un petit peu caduques, mais qu'on avait faites pour expliquer la maladie, qu'il y avait des choses à faire, où ils ont vu aussi les vidéos d'Andai qu'ils ont adoré, où ils ont vu les patients qui faisaient du surf. Ça les a remplis de joie, ou qui faisaient de la plongée, ils se sont dit, ou de l'équithérapie, ils se sont dit, pourquoi pas moi? Donc, en fait, pour qu'un patient ait envie de consulter, c'est qu'il faut qu'il pense que ça lui sert à quelque chose. On ne peut rien faire si les patients ne veulent pas. Donc, moi, j'ai pas mal de patients qui viennent la première fois traînés par les pieds par, je dirais, leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents. Et on discute. La première consultation est souvent importante, quoi toutes d'ailleurs, mais le premier contact n'est pas anodin. Et après, je leur dis, maintenant, les prochaines, c'est vous qui décidez si vous voulez revenir me voir ou pas. Et souvent, alors je ne vais pas dire toujours, parce que ce serait bien arrogant de ma part, mais la plupart du temps, les patients reviennent et ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à y gagner, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas. Avant de donner la parole à Sandrine Humbert, j'ai juste une petite question sur la vaccination par rapport aux malades Huntington. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vaccination Covid pour les Alors, malades Huntington? il y a deux points. La vaccination Covid, les patients Huntington sont prioritaires dès lors qu'ils ont des fausses routes. Donc, le critère, c'est si vous avez des fausses routes, c'est-à-dire si vous avalez de travers quand vous mangez,
vous êtes, quel que soit l'âge, vous êtes prioritaire. Donc, il suffit de le demander à votre médecin et vous fait une ordonnance vaccin Covid prioritaire. Ça fait partie des listes de l'ARS. Donc, ça a été diffusé, ça a été dit. Je crois que la filière Brain Team a fait un communiqué là-dessus. J'espère que vous l'entendrez. Faites-vous vacciner. Vous vivrez mieux. Et un point important, c'est que je tiens vraiment à ce que tous les patients qui souffrent du confinement sortent et marcher tous les jours. C'est pas le cas et on voit qu'il y a des patients qui ont perdu beaucoup de capacité de marche à force de rester dans leur fauteuil depuis que le Covid a débuté. Le deuxième point, c'est si on est dans un essai thérapeutique, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Alors là, comme Wave et Roche s'arrêtent, pour l'instant en France, c'est pas trop d'actualité, mais ça va l'être avec SNP3 et ça va l'être avec Unicure quand ils vont arriver, et puis même Branaplam. Donc, en général, on peut se faire vacciner une semaine avant ou une semaine après une injection ou une administration. Donc, si vous avez envie de participer aux essais thérapeutiques ou tout simplement si vous avez envie de voyager, ce qui est encore mieux, quand on aura le droit de le faire, je vous suggère vivement d'aller vous faire vacciner.